Du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre sympathique taxi. La température à bord est optimale. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les journaux eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est mercredi 17 janvier 2018. Merci d'écouter la géniale. Irrigator, Taxi Média Show, pour comprendre de l'actualité. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin: le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Le Messager, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire La Manchette et le magazine SICA. Notre invité ce matin dans 10 minutes pour trancher, professeur Woulou, commis secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Il sera au téléphone avec nous. Nous reviendrons notamment sur le vœu du PSR aux militants et au peuple togolais, où il s'adresse particulièrement aux militants d'UNIR. Nous serons avec lui au téléphone. Et puis la chronique de notre professeur Cyr, il sera aussi au téléphone avec nous. On a un petit peu de temps. Ce sera la libre antenne, c'est mercredi. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99. Taxi Média. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et nous commençons la revue de presse par les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, bien entendu. Et nous allons commencer par le journal Le Dialogue ce matin. Le Dialogue qui évoque donc les marches gigantesques du parti UNIR dans toutes les régions du pays. Une démonstration de force pour soutenir Faure Gnassingbé et réclamer la tenue du référendum. Vous lirez l'article dans le journal. L'opposition fait entorse à la loi fondamentale, écrit notre confrère. La coalition des 14 partis rejette la tenue d'une consultation référendaire. Pourquoi cela a découvert dans le journal. Et puis, crise des migrants et l'homme à Tissogbe, il est temps d'agir. Et puis, vous découvrirez l'article dans le journal l'hebdomadaire Le Dialogue. Et nous avons au téléphone notre première rédaction, c'est Liberté avec Médard Métépé. Médard, il est là. On peut le prendre. Bon, le temps qu'il soit préparé. Il est là. D'accord. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, bien sûr, vous revenez sur la rencontre entre Alpha Condé, le président guinéen, et les leaders de l'opposition. Le président guinéen propose le 23 janvier pour le début du dialogue, hein, c'est ça? Oui, et une délégation de la coalition de l'opposition était lundi et hier à Conakry, dans l'invitation du président guinéen Alpha Condé, l'un des médiateurs dans la crise togolaise. Et les responsables de l'opposition et le président guinéen ont échangé sur la crise politique qui traverse notre pays depuis 5 mois et les mesures d'apaisement devant baliser la voie au dialogue. Et justement, à ce propos, on pensait que la voie du dialogue était définitivement bouchée, puisque le pouvoir s'était lancé dans les préparatifs des prochaines élections, notamment les législatives, les locales et le référendum. Et lors des manifestations organisées samedi par le pouvoir, les 4 militants du parti uni n'avaient juré que par le référendum et avait exhorté Faure Gnassingbé à précipiter son organisation. Mais les lignes semblent désormais bouger suite à la rencontre de Conakry, puisque le pouvoir et l'opposition sont d'accord pour aller au dialogue. Et une date a été proposée par le président guinéen pour les discussions, et qui devrait se tenir entre le 23 et le 26 janvier prochain. Et avant la tenue du dialogue, Alpha Condé et la délégation de l'opposition avec le gouvernement libéré pour les détenus politiques et a levé l'interdiction de manifester dans les villes du Nord
ou encore à envoyer l'armée dans les casernes. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal et puis cette interrogation à la page 3. Qui pour arrêter Faure Gnassingbé dans son unilatéralisme? L'article est à lire dans votre journal. Et puis vous revenez, Médard, sur également le 52e sommet de la CEDEAO. Faure Gnassingbé avait eu chaud à Abuja et redoute aujourd'hui la médiation. Oui, et le 16 décembre 2017, c'était tenu à Abuja. Au Nigeria, la 52e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre qui devrait normalement se tenir à Lomé et Faure Gnassingbé étant le président en exercice de la CEDEAO, mais le sommet a dû être délocalisé à cause de la crise de notre pays. Et selon nos informations, les échanges ont été très houleux entre Faure Gnassingbé et CFR, et Patrice Talon aurait été celui qui avait exprimé ouvertement son mécontentement devant l'enlisement de la situation, et à tel point que cela aurait mis Faure Gnassingbé dans tous ses états. Et le président Benimoa et son homologue du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se serait ensuite proposé de se joindre à la médiation. Et il nous revient que le caméraman de la délégation officielle s'est vu retirer son appareil par les bureaucrates de Faure Gnassingbé qui ont fait disparaître les images des échanges. Et c'est au regard de cet incident, entre guillemets, et qu'au retour de la délégation d'Abuja, le ministre Zubeda Bara s'était précipité pour annoncer à la radio que les chefs d'État de la CEDEAO ont exclu toute médiation dans la crise et font confiance aux Togolais pour discuter entre eux une information qu'avait dû démentir la coalition de l'opposition. D'accord, très bien. Et puis, le troisième sujet à évoquer avec vous, Médard, c'est par rapport donc aux incendies des marchés. 5 ans après, les vrais pyromanes et leurs commanditaires protégés par le pouvoir, c'est ça? Oui, il y a 5 ans, des incendies criminels avaient ravagé les grands marchés de Kara et de Lomé, plongeant les commerçants, les proches dans la désolation. Et juste le lendemain de ces incendies, sans aucune enquête ne soit menée, des responsables militants de l'opposition, notamment du collectif Sauvons le Togo, avaient été arrêtés et jetés en prison. Et dont certains ils sont jusqu'à ce jour sans jugement. Et d'autres responsables sont sous contrôle judiciaire. Et le rapport des experts français dépêché à Lomé à l'époque pour évaluer scientifiquement les causes des incendies d'embargo. Et c'est devenu un secret d'État. Et les enquêtes internationales exigées à maintes reprises par les responsables de l'opposition pour faire la lumière sur cette nouvelles affaires sont restées sans suite. Et la justice togolaise de son côté à toutes les peines du monde a jugé les militants de l'opposition arrêtés. Et on est dans une impasse totale et les innocents sont en prison alors que les auteurs et les commanditaires des incendies sont libres et protégés par le pouvoir et les victimes abandonnées à leur triste sort. D'accord, on lira tous ces articles dans votre journal Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. 93.1 Taxi FM. Le journal Vision d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin, Vision d'Afrique, évoque la question politique bien entendu. Entre facilitation et ultime départ, Togo, la démocratie à la croisée des chemins, écrit le confrère. Le journal qui revient sur le scandale laitier Lactalis, le Togo à l'offensive. Et puis la crise en Guinée, Bissau également évoqué par notre confrère. La diplomatie togolaise a fait ses preuves. Il y a bien d'autres articles à lire dans le journal Vision d'Afrique de ce matin. Comme
la question liée donc, je choisis au hasard, la marche de UNIR. Pour plus d'espoir d'une paix durable, UNIR mobilise des milliers de militants dans les rues de plusieurs villes. Vous découvrirez l'article dans le journal La Vision d'Afrique. Alors pour continuer à parler à peu près de ce sujet, de la manifestation de UNIR, nous avons au téléphone le patron du journal Le Messager, Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Tchaboré. Et par rapport donc à la situation sociopolitique au Togo, UNIR a marché, le G14 a vu et entendu. Oui, je crois que c'est un titre qui va peut-être faire rire, sourire plutôt, mais je crois que c'est de bon faire que nous avons titré cet article comme cela, parce que vous savez, depuis le 19 août, l'opposition a commencé par manifester pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles, et beaucoup ont essayé de confondre ce qu'on appelle peuple et les militants. Vous savez, ils se sont basés sur le fait que l'opposition mobilise ces militants et sympathisants pour faire croire que c'était le peuple qui mobilise. Et nous avons vu le 13 janvier dernier la manière dont le parti a mobilisé les gens, et ça c'est dans la forme. Je crois que dans toutes les préfectures où il y a eu une mobilisation des militants du parti au pouvoir, nous avons vu la foule et les gens ont apprécié. Maintenant, dans le parti au pouvoir a essayé de passer un message qui est très important. Le message, c'est qu'il faut fonder la fin de la récréation. Et aujourd'hui, nous avons vu que c'est l'opposition qui court de gauche à droite pour chercher à ce qu'il y ait dialogue. Or, pourtant, au début, ce dialogue avait été proposé par le parti au pouvoir. Et l'opposition, particulièrement la coalition des 14 partis politiques, ont refusé des mandats immédiatement le départ du chef de l'État, du pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, il faut faire comprendre que c'est vrai que le poste a changé de camp, et contrairement à ce que certains ont eu à dire de par le passé, surtout au début de ces manifestations, comme quoi le rapport de force était du côté de l'opposition, aujourd'hui c'est le parti au pouvoir qui met la pression en demandant aux citoyens de sonner la fin de la récréation et d'aller au référendum. Et je crois que c'est tout cela qui fait aujourd'hui la coalition des 14 partis politiques pour aller chercher à ce qu'il y ait un dialogue, parce que si elle ne le fait pas, je crois qu'elle risque de tout perdre. Parce que lui, aujourd'hui, je le dis, est dans la logique constitutionnelle en demandant d'aller au référendum. Il ne sort pas du cadre constitutionnel. Mais celui-là, ou bien ceux-là qui sortent du cadre constitutionnel, je crois que c'est l'opposition, et particulièrement l'opposition de 14 partis politiques, qui demandent le départ d'un chef d'État qui a été démocratiquement élu et dont le mandat est en cours actuellement. Donc, nous avons essayé de titrer cela, et je crois que les lecteurs et les éditeurs vont aller chercher pour vivre. C'est un titre qui va prêter à sourire, mais je crois que c'est un titre. D'accord. Écoutez, on lira en tout cas l'article, c'est à la page 3. Vous continuez pas à parler aussi de la crise, je veux dire, la crise politique au Togo avec l'opposition. La solution, c'est ici, au Togo et nulle part ailleurs. Vous faites allusion donc au déplacement des responsables de la coalition à Conakry et à Accra. Oui, justement, vous savez, ce titre rejoint immédiatement le premier que je viens. Alors, aujourd'hui, la de gauche à droite, on aurait pu économiser toute cette énergie. Et puis, même ce qui est en train de se passer, la solution à la crise togolaise ne se trouve pas à Conakry, elle ne se trouve pas, mais à Accra, elle se trouve plutôt au Togo. C'est au Togo de se faire confiance et d'aller chercher une solution à cette crise. Il faut que les Togolais, les acteurs politiques particulièrement, se fassent confiance et que les gens essaient de mettre un peu d'eau dans leur bain, de revoir leur position. Et ça, sur cette question, il faut qu'on attire l'attention, particulièrement de la coalition des partis politiques qui avait mis la barre très haute en demandant, je reviens là-dessus, un président dont le mandat est en cours, qui n'a même pas terminé, de laisser le pouvoir et qu'on puisse dire que c'est la démocratie que nous faisons. Or, c'est carrément contraire aux règles démocratiques. Je crois qu'il faudrait revenir sur terre et que les gens puissent mettre un peu d'eau dans leur vin et que les Togolais puissent s'asseoir, les acteurs politiques particulièrement, puissent s'asseoir autour d'une table et de trouver une solution
solution consensuelle. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est ce que le parti est en train de demander. On court droit vers un référendum. Mais je crois qu'on peut trouver des solutions. Entre Togolais, les solutions sont possibles. Voilà pourquoi je dis que les solutions à cette crise se trouvent au Togo ici et nulle part ailleurs. Le point, c'est que Alpha Condé ne viendra pas proposer une solution crue au Togo, ni à Akufo-Addo. C'est que les solutions qui vont être abordées vont être abordés en tenant compte de la loi fondamentale au Togo ici. Donc, ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, les leaders de l'opposition courent de gauche à droite pour demander à ce qu'il y ait dialogue. Je crois que c'est vrai, ils peuvent le faire, mais ils n'ont qu'à entre eux, revenir sur terre et prendre conscience que non, nous exagérons, que non, nous devons revenir sur terre pour qu'on puisse faire ce qui est faisable. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris, c'est vrai que la ligne est un petit peu dégradée. Tchaboré, vous allez vous déplacer un petit peu pour avoir un meilleur confort d'écoute. Vous parlez aussi de l'éducation au Togo avec le Premier ministre Selom Klassou, qui attire finalement l'attention des acteurs sur les conséquences néfastes des mouvements de grève, beaucoup plus au niveau des enseignants. Oui, je crois que la crise politique a pratiquement occulté cette situation des enseignants. On n'en parle pratiquement pas, mais on va en parler. Et il faut qu'on soit fier au gouvernement. C'est ce problème qui a affaire au gouvernement. Vous avez vu, tout au début de l'entrée, le débrayage qu'on a eu dans certaines écoles et les grèves répétitives qu'on a eues. C'est des conséquences néfastes. Et le Premier ministre Klassou l'a rappelé au cours d'une rencontre qu'il a eu la semaine avec les centrales syndicales afin de trouver des solutions au point qui reste. Et ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre a proposé qu'il y aura un groupe de travail cette semaine qui va se pencher de manière globale et de manière visionnaire sur cette question. C'est-à-dire, la question de l'éducation doit être désormais abordée de façon à ce qu'on prenne en tous les besoins, que ce soit les besoins au niveau du personnel, les besoins au niveau du matériel didactique, tous les besoins. Et je pense que cet appel apparemment a été entendu. Voilà pourquoi nous n'avons pas entendu que les grèves ont repris, mais nous prions bon Dieu, franchement, que cette situation au niveau de l'éducation puisse s'arrêter, parce qu'on le dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Bien sûr. Et c'est en cela que nous disons qu'aujourd'hui, les gouvernants également doivent faire un effort pour que lorsqu'il y a des engagements qui sont pris, que ces engagements puissent être restés pour pouvoir donner confiance aux acteurs, aux enseignants, qui, il faut le dire, c'est un travail noble qu'ils font pour qu'on puisse leur mettre. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites au cours de cette année, même par le passé, au niveau des enseignants, en les favorisant, en leur permettant de travailler dans de meilleures conditions. Je crois qu'il y a aussi des choses qui restent à faire. Et par rapport à ce que le Premier ministre a dit l'autre fois, on a espoir que demain sera bon. On va le chanter peut-être une autre fois. Je blague. Merci beaucoup à Tchaboré Bouraïman. C'est moi qui te remercie, Eric. Salut toute la rédaction, salut les autres confrères à Taxi FM. Merci et bonne journée. Bonne journée à toi. Taxi FM 93.1. Il y a le journal L'Audience qui est aussi dans les kiosques ce matin, le bimensuel, qui évoque la situation sociopolitique au Togo. Point de vue d'un entrepreneur, Kovi à Dambounou, préservons l'intérêt supérieur de notre pays malgré nos divergences politiques, a-t-il déclaré. Vous lirez ses propos dans le journal L'Audience. Et puis par rapport donc à la grande mobilisation des militants de UNIR pour la paix, Atapamé, Tchévié, Tchamba et autres ont rassemblé des centaines de milliers de Togolais dans les rues. Le confrère en parle et puis la parole donnée donc à Dr Gnagnon des FDR, et Dr Gnagnon qui appelle donc à l'émergence d'idées politiques nouvelles. Et notre troisième coup de téléphone, c'est la rédaction du journal Fraternité. C'est Joël Lega qui est au téléphone avec nous. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoint, Joël. Et ce matin, vous vous êtes intéressé à une image rendue publique par la communication de la présidence de la République récemment. C'est par rapport donc au Conseil des ministres du 10 janvier 2018. Et vous vous êtes intéressé à un ministre
Sina Lawson, la posture qui défie le protocole finalement, Joël. Effectivement. Voilà une ministre dont les faits et gestes ne manquent pas de captiver la curiosité des observateurs. Sina Lawson, c'est celle qui arrive toujours en retard, c'est celle qui n'est pas dans les calcans le supérieur hiérarchique protocolaire rentre. On se rappelle de la cérémonie de lancement du gouvernement où Sina Lawson déambulait sur le parvis pendant que le président de l'Assemblée est arrivé. Sina Lawson, c'est celle qui ne répond pas aux invitations du chef du gouvernement. On se rappelle combien elle a fait baver Abdraman Dramane, c'est l'homme classé, a été obligé de ramener la question au Conseil des ministres. Et Sina Lawson, c'est la ministre qui est particulière. Et voilà, sur la photo, vous voyez que Sina Lawson a une posture de proximité assez intime avec le chef de l'État. On sait que déjà, il se spécule que que la ministre serait dans les plus fins secrets du patron. Voilà qu'elle a illustré ça publiquement sur la photo. On a trouvé nécessaire de revenir sur ça. D'accord. Et vous avez souvenance que nous avons publié un article qui a été relayé abondamment entre Sina Lawson et Fronia Singbe qui contrôle l'autre. D'accord. Écoutez, votre article, là, on le retrouvera à la page 2. Et puis, la crise politique et la voie référendaire, les ménages du pouvoir à l'épreuve des dernières évolutions. C'est ce que vous évoquez ce matin. Effectivement. On se rappelle, mon frère, que le 13 janvier a été commémoré de façon particulière qu'à unir, enfin, en ce qui nous concerne la fraternité. Nous estimons que c'est de la plus regrettable des manières qu'unir à commémorer, dans ce sens que le parti bleu a trouvé, au lieu de tenir un langage qui rassemble les Togolais, a tenu plutôt un langage de défiance en invitant son champion à aller directement au référendum. Et nous estimons que c'est un langage c'est un langage qui ne mérite pas d'être tenu au 13 janvier. Mais voilà, quelques jours après, on apprend que plutôt que d'aller tout droit au référendum, les médiateurs, selon les échanges que la coalition a eu avec à Conakry et à Accra, les médiateurs estiment qu'on doit aller plutôt s'asseoir pour essayer de régler la crise par consensus. Plutôt que la voie référendaire que veut imposer une. D'accord. Donc on attend de voir si les partisans du bleu vont se raviser. Est-ce qu'ils vont se raviser? Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article pour une meilleure compréhension. Et puis, cette petite phrase de Donald Trump sur laquelle vous revenez aussi ce matin, Haïti, Afrique, Haïti, Salvador, des pays de merde. Les éléments qui donnent raison finalement à Donald Trump, c'est sur laquelle vous revenez aussi. Effectivement, mon frère Eric, tu sais que je suis personnellement un pro-Trump. Oui, et Fraternité, toute ma rédaction est pro-Trump également. Et nous avons saisi la balle au bord sur la déclaration de Donald Trump pour étayer quels sont les éléments qui fournissent des arguments solides à Trump de qualifier nos pays de merde. Et parce que il faut reconnaître, je pense que quand on t'insulte, c'est l'occasion de faire son rétrospective et voir ce qui ne va pas. Quand nous avons un système sanitaire rudimentaire, et quand l'assainissement de la... Vous allez voir la une du journal. La plage de Lomé est devenue un lieu de dessert, de déversement des eaux usées publiquement. Or, voilà la plage qui participe à l'image du pays. On a cité autant d'éléments et qui montrent que on a tout à fait raison de nous qualifier de merde, quitte à nous de rebondir. Et comme l'auteur l'a dit, le tigre ne fait pas ça ses études.
il a manifesté. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Joël Ega. Merci, mon frère. Et bonne journée à vous et aux passagers du taxi. Merci et bonne journée à vous également. Sur Taxi FM, l'info roule. Il y a l'hebdomadaire Le Triangle des enjeux qui est aussi dans les kiosques ce matin. Les confrères reviennent sur le sujet du référendum. Référendum et coup de force, fichier et découpage électoral tronqué, urne bourrée et détournée par les militaires, contestation populaire. Fort Gnassingbé dans sa prélogique de mettre le Togo à feu et à sang. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article, c'est sur, comme départ déjà, sur deux pages, page 3 et page 7. Et puis, méchanceté politique, gaspillage et contre-vérité au sommet de l'État. Le pouvoir togolais pris en flagrant délit de mensonge. Le régime du RPT Unir aime dilapider les fonds de l'État dans les basses besognes et dans le mensonge. Et c'est le titre d'un article donc, que vous lirez dans le journal. Le triangle des enjeux. Des manifestations pro-Kwacha qui fâchent, Kara, un état de terreur dans l'État togolais. Vous lirez l'article dans le journal Le triangle des enjeux. Au téléphone, on me signale, c'est Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Bi-hebdomadaire, Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, Fabrice, et votre éditorial des nouveaux défis. Et vous faites allusion à ce changement intervenu au niveau de votre journal. Oui, bien évidemment, les nouveaux défis que le libéral se lance pour le compte de cette année et des années à venir. Tout simplement pour informer nos partenaires et nos lecteurs que le volume du journal a augmenté, comme vous avez pu le constater depuis quelques jours. Nous passons de 8 pages à 12 pages. Et puis, s'il plaît à Dieu, nous serons dans les kiosques tous les lundis et mercredis. Voilà globalement cette information que nous avons bien voulu partager avec ceux qui le savaient déjà et ceux qui ne le savent pas encore. D'accord, très bien. Écoutez, on le sait maintenant, le libéral, ça fait 2 fois dans la semaine, lundi et mercredi, et puis vous passez à 12 pages également. Alors, l'autre sujet, c'est par rapport donc à la politique avec la coalition de 14 partis politiques de Conakry à Accra, ce que la coalition a ramené de son périple. Le dialogue pourrait se tenir du 23 au 26 janvier prochain, Fabrice. Oui, vous savez que déjà depuis hier, après le tour effectué à Conakry lundi par les leaders de la coalition et puis hier à Accra, des supputations allaient bon train par rapport à tout ce qui a pu se dire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un communiqué officiel, en tout cas pour l'instant, mais de bouche à oreille, ou du moins selon les informations distillées dans certains journaux, on parlait quand même des promesses que les leaders de la coalition auraient ramenées de Conakry. On parle aussi d'un mini-sommet de la CEDEAO sur la crise togolaise en marge de l'investiture de Georges Weah, ce qui n'est pas vraiment le cas lorsque nous avons vérifié les informations. En tout cas, ce qui est sûr, la coalition n'est pas revenue bredouille. Une date quand même a été proposée pour la tenue, l'ouverture du dialogue et la date a été avancée par le président guinéen et on parle quand même du 23 au 26 juillet. C'est une date quand même qui a sur laquelle le gouvernement, ou du moins le pouvoir en place, n'a pas trouvé d'inconvénient. Et donc, sauf revirement de dernière minute, le dialogue tant entendu pourrait se tenir en fin de mois de ce mois de janvier pour discuter un peu de ce qui ne va pas dans le pays en ce qui concerne les questions politiques et peut-être envisager à l'avenir les réformes recherchées par les Togolais depuis quelques années. Et puis, les manifestations publiques, l'opposition a marché samedi dernier, le 13, et elle entend manifester samedi prochain, le 20, mais beaucoup plus avec les femmes. Oui, bien évidemment, vous savez que après le 13 janvier, où aussi bien l'opposition et le pouvoir ont appelé les militants à descendre dans la rue, l'opposition, du moins la coalition des 14 également annonce un autre événement le 20 janvier prochain. C'est vrai que c'est une décision qui a été prise lors de leur dernière conférence de presse à Lomé. Il s'agit de la marche des femmes. Alors on s'est interrogé
sur l'objectif d'organiser une marche spécifiquement réservée aux femmes. Et ce qui nous inquiète, c'est que ce n'est pas la première fois que l'opposition, en tout cas, se lance dans un projet pareil, puisque déjà avec le collectif Sauvons le Togo, en 2012, on avait atteint des situations pareilles où, après avoir marché les opérations Togo mort, les désobéissances civiles et tout cela, finalement on en est arrivé à la marche des femmes, mais sauf que nous ne sommes pas contre ces marches-là, mais parfois c'est des marches qui se transforment en exhibitionnisme, presque destructif dans les rues de Lomé, des images malheureuses. Et nous disons que ça ne valorise pas l'image de la femme. Certes, les femmes peuvent marcher, mais il faudra canaliser de telle sorte que on ne se retrouve pas dans une situation du genre où il faut se mettre nu pour que Fort quitte le pouvoir et tout ça là. Nous disons que la femme togolaise n'a pas besoin d'être exhibée dans la rue comme cela. Et c'est pour cela que nous sommes un peu inquiets par rapport à la tournure que pourrait prendre cette marche des femmes à laquelle l'opposition. Et donc, un peu pour dire que on n'a pas besoin de porter atteinte à la pudeur dans les rues de Lomé en faisant marcher les femmes. Et nous espérons on a tiré des leçons par rapport au passé et que si les femmes marchent, elles pourraient marcher comme on a vu les femmes marcher en janvier 1933 en pleine colonisation pour justifier un peu l'attitude du colonisateur. Marcher, oui, mais se livrer à l'exhibitionnisme nous redoute un peu cela par rapport à cette initiative qu'on appelle le 20 janvier prochain. Et nous nous demandons jusqu'où ira l'opposition dans toute cette stratégie-là. Et nous espérons également que par la suite, on ne demandera pas aux femmes d'observer la grève de sexe également comme on l'a eu en 2012 avec le collectif Sauvons le Togo. D'accord, très bien. Marche, opération Togo mort. Concert de casseroles et marche des femmes. Attention à l'exhibitionnisme dans nos rues. Jusqu'où ira la coalition des 14? C'est l'interrogation qu'on lira à la page 3 de votre journal. Merci beaucoup à Fabrice Pétiesi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Bonne journée. Bonne journée à toi, Eric. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Il est 7h, presque 38 minutes sur Radio Taxi FM. Merci à vous tous qui nous écoutez un peu partout à Lomé et à l'intérieur du pays sur la 93.1 FM. Et notre cinquième rédaction, c'est ça, cinquième rédaction, c'est le journal, l'hebdomadaire La Manchette avec Sylvestre Béni au téléphone avec nous. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les passagers à bord du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoints Sylvestre et ce matin vous revenez beaucoup plus sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'était un 13 janvier. Et vous nous proposez des noms, ceux-là qui l'ont assassiné, c'est ça? Oui, Eric, vous savez, le 13 janvier 1963 est le jour donc où la démocratie togolaise a été assassinée. Et depuis, cet assassinat est comme une ombre qui plane sur le Togo. Donc, qui sont les auteurs de l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo? Je vais nommer Sylvanus Olympio, Sylvanus Kwame Olympio, et qui en sont donc les commanditaires. Donc aujourd'hui, les choses se précisent et les langues se délient. Donc nous invitons nos lecteurs à en savoir plus donc, dans les colonnes du journal La Manchette ce matin. D'accord. On lira l'article à la page 3, 13 janvier 63, 13 janvier 2018. Il y a 55 ans que le père de l'indépendance et premier président démocratiquement élu du Togo a été assassiné. Bon, on lira l'article pour une meilleure compréhension. Et vous publiez également une interview exclusive, celle de l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, qui dit que le pouvoir en place ne me paraît raisonnablement pas à mesure de conduire le dialogue. Oui, depuis le déclenchement donc de la crise, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais et Gabriel Mensah-Agbeyome Kodjo ne s'est quasiment pas prononcé. Et au journal La Manchette, nous estimons qu'il est temps que nous puissions donc lui donner la parole pour se prononcer. D'accord. Et justement, l'homme, dans cette interview, quand même est revenu sur plusieurs questions, mais ce que nous pouvons dire à l'antenne ce matin, c'est que d'abord, il invite ses pairs de l'opposition à réfléchir sur
la lutte démocratique, surtout sur les échecs répétés au niveau donc de l'opposition. Sinon, dit-il, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, en ce qui concerne le dialogue, justement, il dit que le pouvoir en place aujourd'hui ne lui paraît pas raisonnablement pour conduire le dialogue. Et Adoum Kodjo a également fait des propositions pour se sortir donc de cette crise togolaise. Et là, il pense que pour arriver à circonscrire donc la crise, il faudrait que la classe politique, du moins tous les acteurs politiques, les protagonistes de la crise, il faudrait qu'ils essayent donc qu'ils cessent de faire preuve de radicalisme et d'ostracisme et surtout s'engager sur la voie donc de l'amnistie. Donc c'est une interview exclusive que nous publions ce matin dans les colonnes de La Manchette. Oui, à la page 3, beaucoup plus, et puis un mot sur le sport et le cyclisme togolais. Le diable s'invite dans le peloton, hein, c'est ça? Oui, Eric, vous connaissez sans doute l'histoire du football togolais avec ces dédales, ces labyrinthes de toujours, avec des questions de primes des joueurs qui boudent la sélection et des dirigeants qui furieux les sanctionnent. Eh bien, le virus aussi a attaqué la Fédération togolaise de cyclisme. Et aujourd'hui, les meilleurs coureurs du moment boudent la sélection. Ils n'étaient pas donc au championnat du Togo, surtout Abdou Raouf et Dodissou Lassi qui boudent également la sélection parce que ils auraient remis une plateforme revendicative donc aux dirigeants de cette discipline, une plateforme revendicative auquel ils n'ont toujours pas eu de résultats. Aujourd'hui, ces meilleurs coureurs donc bout de la sélection, et furieux, les dirigeants donc de la Fédération togolaise de cyclisme veulent aussi les sanctionner. Et entre autres sanctions, ils ne seront pas au prochain tour cycliste du Togo. Donc c'est un gros malaise aujourd'hui au niveau donc de la Fédération togolaise d'athlétisme. Et nous invitons, nous sommes allés aux informations et nous publions ce matin tous les détails concernant donc cette crise naissante donc au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme. De cyclisme? De cyclisme, pardon. Voilà. On comprend que vous aimez beaucoup aussi l'athlétisme. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal La Manchette. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci, Eric, et bonne émission à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Taxi FM, priorité au direct. Dernière rédaction ce matin, c'est celle du journal de la bonne humeur, le journal Sika, pour en parler, qui mieux que le patron, Gérard Ouessant. Gérard, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Gérard. Et ce matin, en tout cas, il y a plusieurs interrogations à découvrir dans votre journal SICA. On va commencer par la première. Marché suffira-t-il à faire quitter Faure Gnassingbé du pouvoir, Gérard? Dites-nous. Oui, mais c'est la grande question. Il y a quand même 6 mois que nous sommes en train de marcher, que l'opposition est en train de marcher, et on ne voit pas grand-chose bouger. Et donc, c'était légitime qu'on se pose cette question. Vous avez dû constater comme moi qu'au Togo, on a expérimenté beaucoup de choses. Les grèves générales illimitées, les conférences nationales, les marches cette fois-ci, la désobéissance civile, les soulèvements populaires et même le silence. Et pourtant, rien ne change. Alors, je pense qu'il est quand même de bon temps qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'on voit quand même dans d'autres pays, c'est que tous ces moyens-là soient de temps en temps couplés, qu'on ne fasse pas seulement une chose, mais qu'on couple plusieurs moyens pour voir si on peut changer quelque chose dans le pays. Parce que le changement, ça profiterait à tout le monde. Je crois que M. Faure Gnassingbé aussi serait fier de gouverner un Togo prospère, un Togo calme, un Togo où il fait bon vivre. Donc, c'est à nous tous de nous poser la question de savoir comment faire pour sortir de la crise sempiternelle dans laquelle nous sommes. D'accord, très bien. Écoutez, il y a d'autres sujets également, puisque vous ne parlez pas que de la politique. Comment garder les saints debout? Dites-nous, Gérard. Oui, ça c'est important. Je crois que pour les couples et pour les individus, surtout pour nos sœurs et nos mamans, les femmes, c'est quelque chose qu'il faut faire. Vous savez, les Africaines en général ont de très beaux seins. Ça tombe contrairement aux
aux femmes blanches. Je n'ai pas personnellement beaucoup d'expérience, mais c'est comme ça. Et la question est une question avant tout d'entretien d'essai. Alors, nous sommes allés sur ce terrain pour voir ce qu'il en est. Alors, Gérard, comment est-ce que les maris réagissent finalement quand les seins de leurs femmes tombent? Ah ben oui, c'est ça. C'est un micro-trottoir que nous avons fait et concernant ce thème-là des seins tombés ou des seins debout, comme vous prenez comme vous voulez. Ben, on a demandé aux hommes comment ils s'arrangent quand ça tombe. Est-ce que c'est pour eux toujours un joyau avec lequel ils s'amusent? Vous savez qu'il y a plusieurs pratiques sexuelles avec les seins. Est-ce qu'ils continuent quand même à le faire quand les seins sont tombés et tout ça? Bon, je vous assure, c'est quand même intéressant. Il faut le lire. Vous découvrez quand même ce qui se passe dans la tête et dans les têtes des hommes, des femmes et dans les couples. Alors, et cette interview avec Eric MC que vous publiez aussi ce matin, Gérard? Ah oui, Eric MC fait partie des chanteurs qui souffrent le plus de leur engagement, exactement comme un certain Tchassissi ou bien Rasli. C'est des gens qui se sont vus censurés sur les médias, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est des gens qui se voient exclus systématiquement de tous les concerts. Et c'est des gens qui, quand ils font des dossiers de sponsoring, évidemment, c'est jeté à la poubelle, justement à cause de leur engagement politique. Alors, nous sommes allés le voir pour en savoir un peu plus et pour connaître ce projet d'avenir. Si ces genres de chanteurs, cette race de chanteurs relégués dans les oubliettes, comptent maintenir quand même le cap, continuer à s'engager au risque de mourir dans la misère, comme ils risquent comme ça risque de leur arriver actuellement. D'accord, très bien. Bon, on lira tous ces sujets dans votre journal, le journal de Sika, le journal de la bonne humeur avec une jolie caricature, hein, comme vous savez bien le faire de ce côté-là. Écoutez Gérard, merci pour votre disponibilité. Et merci, bonne émission et bon vent à Eric. Bon vent au journal Sika. Merci, au revoir. À bientôt. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Puis on vient de les avoir, le journal La Dépêche et le Mania Libéré qui sont aussi dans les kiosques ce matin. La Dépêche pour continuer, 13 janvier 2018, une date de manifestation opposée. UNIR a déployé ses militants pour la paix et le référendum. Le groupe des 14 pour les réformes constitutionnelles et le dialogue. Les images à l'appui à la une du journal. Enrichissement illicite. À qui appartient l'immeuble en face de la direction de la Lonato à Niekonakwe? L'immeuble en construction, bien entendu, sa photo, la photo de l'immeuble à la une du journal, et donc vous lirez l'article à l'intérieur, bien entendu. Et puis, ministère de l'économie numérique, fort tacle Sina Lawson, comment? À découvrir dans le journal, bien entendu. Et puis la HAC, nous avons un nouveau locataire, hein, le président, je veux dire, Willy-Bron Telou qui prend fonction. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le Mania Libéré, mobilisation populaire du 13 janvier dernier, les urnes ou la rue, la réponse au peuple, écrit le confrère. Le groupe 14 appelle la médiation au secours. Et puis, ramener pouvoir et opposition de la rue au dialogue. 6 leaders de la coalition des 14 ont rencontré les présidents guinéens à Conakry et ghanéens à Accra. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tous le lundi, mardi et jeudi, 13h30 à 15h. Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfums de femmes, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM.
Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Le professeur qui attend au téléphone aussi, on va le recevoir avant la pause de 8h. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors, cette phrase que j'ai lue quelque part, Claudia Jordan porte des accusations sérieuses à propos de Trump et son ancienne assistante Omarosa. Bon, ce qui nous occupe ici dans cette phrase, c'est porter accusation à propos de. En bon français, on porte des accusations contre quelqu'un, ça, et non à propos de quelqu'un, au sujet de quelqu'un. Pas plus qu'on ne peut porter des accusations à l'encontre de quelqu'un. Je rappelle que la locution à l'encontre de, contrairement à l'idée répandue, et donc à l'utilisation fautive qui en est faite, ne signifie ni contre quelqu'un, ni à l'égard de quelqu'un, à l'endroit de quelqu'un ou envers quelqu'un, mais plutôt à l'opposé de, en opposition à. Par exemple, cette décision va à l'encontre de la volonté générale. Cette politique va à l'encontre des intérêts des populations. Deuxième phrase, vue dans le communiqué de presse du groupe des 14, à la suite de leur rencontre avec le président de Condé. Bon, il y a eu plusieurs erreurs, j'ai retenu cet exemple-là. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son souci que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son souci que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes. D'abord, réitérer son souci est de mauvaise langue. On ne réitère pas son souci. Selon le contexte, on réitère une demande, ses efforts, son désir, ses souhaits, sa volonté, sa vive préoccupation, etc. Mais jamais, dans un bon français, dans un français correct, on ne peut parler de réitérer son souci. Ensuite, l'omission de la préposition pour dans la phrase telle qu'elle est formulée constitue une faute. Je propose deux formulations, bien sûr, parmi d'autres possibles pour cette phrase. La première, le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré sa vive préoccupation de voir les Africains eux-mêmes régler ou résoudre leurs problèmes africains, si on peut. Hein, on peut le dire, on peut ou pas le dire. Et puis, vous avez la deuxième formulation. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré sa volonté pour que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes. Entendu sur une chaîne africaine, c'est en ma capacité de responsable que je m'adresse à vous. C'est en ma capacité de responsable que je m'adresse à vous. On dira en bon français, c'est en ma qualité ou c'est en tant que responsable que je m'adresse à vous. Bon, on sent là, par en ma capacité, un calque de l'anglais et to capacity. Je ne sais pas comment vous prononcez ça en anglais, ou to full capacity. Ces anglicismes, en ma capacité, en pleine capacité, sont à éviter, et donc on doit se garder de les employer au sens de fonction. On les remplacera par des locutions comme en ma qualité, en tant que, etc. Alors, j'en viens à la revue de presse. Il n'y a rien de particulier à signaler, sauf dans le libéral, dans son éditorial. Il se dégage de l'éditorial du libéral ce matin un parfum politique dont voici la roi majestueux des sensations olfactives. Le 5 janvier de l'an de grâce 2011, quelques feuillets reliés par un fil blanc firent 3 jours dans le ciel loméen.
puis s'échouèrent au hasard dans quelques kiosques disséminés aux quatre coins de la ville. Les curieux s'agglutinèrent pour éplucher les premières infos de l'année nouvelle, se penchèrent avec étonnement et virent alors en caractère gras le libéral. Quelle utilisation magnifique, somptueuse, presque délicieuse du passé simple. Chapeau l'artiste, chapeau au grand citoyen d'État Pekesi. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Ah oui, ben écoutez, ça n'arrive pas tout le temps hein, de féliciter de cette façon les confrères à l'antenne. Ça voudra dire que vous ne faites pas que blâmer, vous encouragez, vous félicitez aussi. Professeur, merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, bonne journée. Allez, bonne journée à vous également. Allez, au revoir. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Et comme annoncé, notre invité ce matin dans 10 minutes pour trancher, c'est le professeur Oulou Komi, le secrétaire national du PSR, Pacte Socialiste pour le Renouveau. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, on s'est rendu compte que dans votre message de vœux à vos militants et au peuple togolais, vous appelez particulièrement les militants et cadres du Parti UNIR à s'indigner. Pourquoi? Vous savez, la situation que nous vivons actuellement dans notre pays, et il suffit de vouloir être objectif, et on se rend compte que ce n'est pas une bonne chose. Et on sait aussi que le parti au pouvoir, et particulièrement le président de la République, est en grande partie aussi responsable de cette situation. Et lorsque nous considérons le Togo comme notre bien commun, notre maison commune, et même pour les générations futures, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et même si vous êtes d'un parti politique que vous considérez comme responsable de la situation, il faut être courageux et pouvoir le dire. C'est une question d'objectivité. Et si vous dites, nous ne le disons pas parce que nous sommes du parti au pouvoir, bien évidemment, et c'est une sorte d'autodestruction. Et c'est justement pour cette raison que je voudrais leur dire que le Togo, en réalité, ce n'est ni pour eux ni pour nous. Mais si ça ne va pas, il faut que tous, nous soyons honnêtes, qu'on le reconnaisse et qu'ensuite, on cherche ensemble des solutions pour aller de l'avant. Mais tant que ceux-là ont essayé de soutenir le régime en place, quand bien même ils savent que nous en sommes tous victimes, bien évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils puissent s'indigner, reprendre leur autonomie et tout leur discernement pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à ce régime de notre compte productif. Et je leur dis, ce serait une contribution réelle qu'ils apporteront à la construction de la nation. Alors, ça voudra dire que le changement derrière lequel vous courez depuis presque 26 ans n'est pas seulement le travail de l'opposition, mais aussi des militants et sympathisants du parti politique UNIR. Ça, c'est effectivement, c'est une évidence. Quand vous regardez ce qui se passe ou a pu se passer ailleurs, prenez simplement le cas du Burkina. À un moment donné, même l'entourage de Blaise a eu à dire ce n'est pas ça. Et vous avez vu certains cadres de son parti qui ont dû quitter le navire parce qu'ils ont essayé de convaincre Blaise de la nécessité que les choses changent et qu'il a refusé. Et si aujourd'hui ils ne le font pas, c'est comme il y a deux camps, un camp donc contre l'autre, alors que ce que nous disons, ce ne sont pas des choses en réalité qu'on pourrait dire très partisanes, ce ne sont pas des choses partisanes. Aujourd'hui, la position des dirigeants de l'opposition largement partagée par le peuple, bien évidemment, et ce sont des choses dont nous tous nous avons besoin. Et aujourd'hui, même ces militants de UNIR et même ces cadres sont convaincus de la nécessité d'un changement. Mais, et comme souvent, et individuellement, vous le diront, mais dès lors qu'ils seront en groupe, ça leur devient difficile de pouvoir prendre cette position. Je les comprends. Pour certains d'entre eux, c'est la peur. C'est la peur. Et beaucoup de cadres aujourd'hui auraient bien souhaité prendre des positions courageuses et pouvoir dire que non, il faut que ça change, ça suffit. Mais ils ont peur des représailles. Et ici, il ne faut pas preuve de ce courage pour braver cette peur, pour qu'ensemble nous puissions dire
au président de la République, que moi je désigne évidemment comme le premier responsable de la situation que nous vivons. Et s'ils n'ont pas le courage de le dire et éventuellement de le dire publiquement, et la situation va se compliquer davantage. Vous savez, et je ne le souhaite pas, mais cette année qui commence risque d'être un peu difficile, peut-être même très difficile pour notre pays. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faudrait que tous ensemble, nous puissions faire les choses de façon objective pour faire avancer notre pays. Nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils se joignent à la lutte et qu'ils le fassent de façon courageuse. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, vous dites que vous avez besoin d'unir pour le changement. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi l'expression d'une certaine incapacité, finalement, au niveau de vous, opposition, incapacité que vous affichez en faisant appel aux militants du parti au pouvoir? Non, ce n'est pas une question d'incapacité de l'opposition à mener à bout une lutte. Et vous savez, et si vous m'avez souvent suivi, je vous ai dit que la lutte est en cours dans notre pays n'est pas une lutte de l'opposition contre un régime en place, c'est une lutte citoyenne. C'est une lutte citoyenne. Nous sommes en train de lutter même pour obtenir le cadre de cette démocratie, le cadre de l'épanouissement pour tous les Togolais. Et vous savez, si aujourd'hui il y a un problème dans certains pays qui sont déjà démocratisés, et on ne peut pas forcément parler d'une lutte citoyenne. Aujourd'hui, le minimum dont nous avons même besoin, pour qu'on puisse dire que nous sommes dans une situation respectant les droits de tous les Togolais. Nous sommes dans une situation permettant de pouvoir concourir dans les mêmes conditions. Nous sommes dans une situation qui nous permettent de dire que le pouvoir appartient au peuple. En ce moment, on peut dire oui, que chacun puisse se débrouiller. Nous ne sommes pas encore dans cette situation, du tout dans cette situation. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Togo, le pouvoir appartient au peuple. Non. Il y a une minorité qui a su, parce qu'il a le monopole du pouvoir d'État, il a les moyens de l'État, il a su donc s'accaparer le pouvoir, s'accaparer les biens donc, de tout le peuple, en quelque sorte, pour pouvoir dominer, écraser ce peuple. Et ceux qui sont dans le système savent que lorsque nous allons aux élections, ça ne peut pas être une élection transparente comme d'habitude, où on met en jeu les moyens de l'État, les militaires pour pouvoir obtenir ce qu'on veut des États préfabriqués, par exemple. Dans ce contexte, le pouvoir n'appartient pas au peuple. Malheureusement, ce pouvoir confisqué est aussi utilisé au détriment du peuple. Je dis au détriment du peuple, il suffit de voir nos hôpitaux et vous verrez la condition, les circonstances dans lesquelles les gens sont soignés. Et il n'y a pas de distinction entre militants de l'opposition et militants du régime. Prenons nos universités qui sont dans une situation assez difficile. Et je crois que la tendance consiste aujourd'hui peut-être à dire qu'il faut augmenter les frais de scolarité et je vois venir. Mais pourtant, on voit que les Togolais, même ces étudiants, sont dans des situations difficiles financièrement. Alors qu'on aurait pu bien faire les choses si les fonds étaient bien gérés. Et à côté de cela, ce sont des crimes économiques avérés qui caractérisent la gouvernance dans notre pays. Et quand vous êtes face à ces situations, vous ne pourriez pas dire que c'est une lutte de l'opposition contre le régime. Non, c'est au peuple togolais tout entier de s'indigner et de reconnaître que ça suffit. Nous ne pourrons pas continuer à vivre dans ces situations. Et vous voyez, et parfois c'est triste, c'est cette situation qui fait que les gens ne nous respectent pas. C'est cette situation qui fait que parfois il y a des propos et peut-être offensants qui sont tenus à l'endroit de nos pays. Donc il faudrait que nous soyons nous-mêmes capables, effectivement, tous ensemble, de nous indigner et de dire que ça suffit. Ce n'est pas un camp contre l'autre, mais c'est que le peuple togolais décide de sortir de cette situation de misère, de sortir de cette situation humiliante pour chacun d'entre nous, et pour les militants de l'opposition, et pour le régime en place.
Et il faut pouvoir faire avancer les choses. Ce n'est pas une incapacité du régime, mais c'est de dire que tous ensemble, nous devons sortir de cette situation d'indignité. Alors, ce n'est pas la première fois que vous lancez ces genres d'appel, professeur Oulu. Il n'y a pas longtemps, je veux dire, en novembre dernier, vous vous êtes également adressé aux forces armées togolaises. On parlait en ce temps d'appel républicain. Alors, pourquoi ces appels incessants, finalement, professeur Oulu? Vous savez, ça fait partie de la pédagogie. Ah oui. Il faut répéter. Et quand vous êtes convaincu d'une chose, peu importe, et que vous savez que c'est bien, peu importe le temps que ça prendra, il faut le dire, le répéter. Et je suis persuadé que ce que je dis ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Peut-être que la première fois, une seule personne pourrait le retenir, une seconde fois, d'autres personnes. Et donc, pour notre armée aussi, c'est indispensable. Il faut qu'elle devienne sérieusement une armée républicaine. Et je sais qu'en leur sein également, et ce désir de bien faire les choses existe, mais peut-être le comportement peut-être du groupe dans son ensemble. Parce que si vous avez vu dans quelles conditions j'ai lancé cet appel, je sais les forces de sécurité, et ils font leur devoir, d'accord, mais il faut faire son travail dans le respect de la loi. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Regardez une simple comparaison. Hier, ça me faisait mal. Parce que les policiers français se sont mal comportés, ont eu des actes de violence contre les immigrés. Hier, le président Macron s'indignait. Il mettait en garde donc les policiers en disant si ces faits étaient avérés, il y aurait sanction. Alors que vous voyez, dans notre pays, comment les militaires ont pu frapper, torturer. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé. Et comment les militaires ont pu traiter leurs frères togolais. Or, quand vous prenez le cas de la France, ceux qui ont été traités ainsi par les policiers français ne sont pas des Français. Mais le président français s'indignait. Cela voudrait dire que c'est une question de valeur humaine. Et nous, au Togo, nous avons été, les Togolais sont maltraités par, je ne dirais pas toute l'armée, mais une partie de l'armée, par des militaires, par des policiers. Et jusque-là, le chef de l'État n'a jamais eu à condamner quoi que ce soit. Vous voyez, en faisant cette comparaison, vous comprenez dans quel habit nous sommes. Ce n'est pas bien. Ce sont des questions de valeur et nous ne pourrons pas durablement construire notre pays sans ces valeurs. Je le dis, je le répète, parce que pour moi, c'est une conviction absolue et je sais que peu importe qui prendra le pouvoir, tant que nous n'allons pas en faire des convictions et les mettre en œuvre, nous ne pourrons pas construire un pays qui puisse permettre l'établissement de tous les Togolais. C'est le sens véritablement de notre démarche. Parfait. Alors, professeur, juste une question, parce qu'il y a des sujets d'actualité aussi, on ne peut pas vous interroger sans information. Par rapport donc à la crise politique que traverse notre pays aujourd'hui, la posture de l'opposition ou de vos camarades, c'est le dialogue. Ils étaient à Conakry et à Accra hier. Et on a lu le communiqué à sanctionner cette rencontre avec le président guinéen, le président de l'Union africaine. Alors, finalement, comment est-ce que vous, au niveau du PSR, vous entrevoyez la sortie de crise au Togo, le dialogue? Vous savez, pour qu'il y ait une sortie de crise, il faut véritablement une bonne volonté des deux côtés. Bien sûr. Et s'il n'y a pas cette bonne volonté, vous ferez des dialogues, vous discuterez et ça n'aboutira à rien. Et aujourd'hui, vous me permettez de dire que pour l'instant, je ne vois pas cette bonne foi de façon claire de l'autre côté. Aujourd'hui, il semble accepter le dialogue, mais il remet en cause les choses. Aujourd'hui, il accepte de dire qu'il y a un médiateur. Le lendemain, il remet en cause le médiateur. On n'a plus besoin de médiation. Vous voyez que ce sont des éléments qui indiquent qu'ils ne veulent même pas de ce dialogue en réalité. C'est pour cela que je dis, si nous ne faisons pas attention, l'année qui commence risque d'être très douloureuse pour notre pays. Elle risque d'être très douloureuse. Il faut à un moment donné qu'on dise oui, ça suffit. Et c'est justement cette analyse de la situation du pays qui m'a conduit à lancer cet appel. Et je réitère l'appel aux militants donc de UNI qui n'ont pas encore fait, ou peut-être qui au fond de leur cœur l'ont fait, mais qui ne parviennent pas à joindre l'acte
à leur pensée, de même aux cadres qui sont toujours de l'autre côté et qui n'ont pas le courage de dire que ça suffit. Et c'est pour cela que je leur lance cet appel. Parce que si la situation se compliquait, et tous, nous sommes là, et tous, nous en souffrirons. Et ce n'est pas simplement nous. C'est que nos enfants et peut-être même les générations futures peuvent souffrir d'une situation très difficile. Et c'est le sens véritablement de notre démarche. Et je vais vous dire honnêtement que vu les tergiversations du régime, je ne suis pas du tout optimiste. Mais Dieu est Dieu. Je le réitère, Dieu est Dieu, au-delà des calculs humains, au-delà donc de ces comportements humains. Et je crois que nous devons aussi continuer par prier. Et je le dis par conviction égale. D'accord, très bien. Professeur, merci quand même d'avoir été disponible pour nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et merci à toute la presse togolaise également pour cet effort constant que vous faites en vue de l'avènement de l'état de droit dans notre pays. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et voilà, notre invité, professeur Olu Komi, le secrétaire national du PSC, Pacte Socialiste pour le Renouveau, qui met donc fin à Taxi Media Show de ce mercredi. On a prévu donner la parole aux auditeurs pour la libre antenne, mais le temps ne nous a pas suffi. On remet ça sur demain, jeudi. Merci quand même à vous pour la confiance renouvelée à Radio Taxi FM. C'est la fin donc de Taxi Media Show. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel Afanyagwe pour la suite et la fin de la matinale Cocorico avec le coq qui chante. 93.1 Taxi FM.